Donc, pour faire de l'informatique, il fallait avoir une infrastructure en interne pour pouvoir le faire, avec tous les investissements, etc. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, on peut faire de l'informatique à distance. Avec une connexion Internet, on peut faire de l'informatique et on veut utiliser les meilleurs logiciels au monde. Gmail, c'est un exemple. Yahoo, c'est un autre exemple. Google Maps, tous les applicatifs que nous utilisons aujourd'hui sont basés sur cette notion d'informatique en nuage. C'est une informatique qui est à distance et qu'on utilise à la demande et qu'on paye à la demande. C'est ce qui est extraordinaire, c'est qu'il n'y a pas d'investissement à faire. On utilise d'une manière incrémentale, vous utilisez un service, vous payez, et vous avez accès à un grand supermarché mondial de l'informatique. Les meilleures applications, vous pouvez les avoir à un prix qui défie toute concurrence. C'est une révolution. Dans le passé, il y a 20 ans ou 15 ans, ce n'était pas possible. Quand on faisait de l'informatique, il fallait avoir des serveurs pour l'entreprise, acheter des licences, paramétrer en interne, etc. Donc là, ce qu'on appelle Internet des objets. Internet des objets, ce qu'on allait en introduction, c'est quoi? C'est que chaque objet devient connecté à Internet. Une montre connectée, un climatiseur connecté, un PC bien sûr connecté, une télé connectée, que sais-je, un objet peut être connecté à Internet, une lampe peut être connectée à Internet. Donc on peut piloter chaque objet à distance d'une manière qui est très très facile. Donc l'Internet des objets aujourd'hui nous permet de faire des choses qui étaient impensables dans le passé. C'était impensable. Et ça permet d'ouvrir plusieurs possibilités de pouvoir automatiser notre vie. L'exemple que j'ai dit tout à l'heure, c'est un réfrigérateur qui commande automatiquement le lait. C'est un exemple qui est déjà en application. Mais ça peut être également une climatisation qui s'allume automatiquement quand elle détecte une température. Une voiture aussi. On parle beaucoup de voitures autonomes. C'est un exemple d'Internet des objets. Donc, tout devient connecté à Internet et ça ouvre, c'est une révolution extrêmement importante. L'intelligence artificielle, parmi les révolutions aujourd'hui, les Kénines, c'est l'intelligence artificielle, c'est que la machine, on n'est pas dans une algorithmique déterministe, c'est-à-dire, algorithmique déterministe, c'est que je fais un programme qui est déterministe. Si ça fait ça, si c'est pas ça, tu fais ça. Donc, je sais exactement comment, avec un input de A, je connais l'output de B. L'intelligence artificielle, ça va au-delà de ça, ça simule l'intelligence humaine. C'est l'apprenti, la machine peut apprendre elle-même en fonction de ce qu'elle observe, en fonction des retours. Et donc là, elle n'a pas besoin d'être monitorée, mais elle apprend en fonction, plus on met d'informations, plus la capacité prédictive de la machine devient plus importante. Et au fil de l'eau, elle s'améliore au point de dépasser l'homme sur certaines tâches. Bon, l'exemple plus classique, ce sont les échecs. Mais au-delà, c'est la traduction aussi, qui s'améliore. Par exemple, vous pouvez faire le test avec un outil de traduction en ligne, Google Translate pour ne pas les citer. Au départ, c'était une traduction mot à mot, mais aujourd'hui, la qualité de la traduction est telle que ça devient à un niveau qui est très, très satisfaisant. Ce n'était pas le cas avant parce que ça apprend avec le temps. Plus qu'à attendre des informations sur les traductions, plus ça devient plus performant. Et donc là, mais l'intelligence artificielle ne s'applique pas que sur la traduction, ça s'applique pour la prédiction des cours des actifs, ça s'applique pour les trajectoires des voitures, ça s'applique pour la sémantique. Il y a beaucoup d'applications de l'intelligence artificielle aujourd'hui et c'est parmi les révolutions aujourd'hui qui sont très, très intéressantes. Alors, donc là, c'était juste des exemples. Il y a d'autres, mais vraiment, je vais rester sur ça. Mais après, dans la discussion, on peut revenir sur d'autres exemples de qu'est-ce qui rend possible cette révolution. Je n'ai pas parlé de la blockchain. Il y a d'autres éléments. Mais en tout cas, ce sont des éléments qui, aujourd'hui, rendent possible. C'est la conclusion. Aujourd'hui, il y a des possibilités qui rendent possible certaines choses qu'on ne pouvait pas faire avant. D'accord? Donc, il n'y avait pas ces éléments. Aujourd'hui, ces éléments en ensemble rendent possible et surtout efficace d'un point de vue traitement et d'un point de vue coût certaines choses qui n'étaient pas possibles dans le passé. L'exemple, c'est par exemple le mobile banking, le crowdfunding. Donc tout ça est possible aujourd'hui, mais ça fait 15 ans que ce n'était pas possible parce que soit c'était cher, soit ce n'était pas accessible, soit ce n'était pas performant. Alors, quelques chiffres sur le digital au Maroc. Au Maroc, nous avons bien sûr une évolution du digital qui est intéressante. Quoique, moi, je pense que le Maroc a régressé par rapport au potentiel du digital. On avait un potentiel qui était plus important. Mais bon, il y a des métriques qui montrent que ça évolue.
notamment en termes d'utilisation Internet. Nous avons à peu près 62% d'utilisation, de pénétration sur Internet. Ce qui est intéressant, c'est que l'utilisation d'Internet se fait majoritairement à partir des téléphones mobiles. Ça, c'est une transformation très importante. Autre point important, c'est les réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous avons à peu près 17 millions d'utilisateurs. On va par des réseaux sociaux, c'est aussi parmi les transformations très, très importantes au niveau du digital au Maroc. En termes de croissance, bon, ça commence à se stabiliser. Donc, en termes, par exemple, les axes Internet sur une année, ça progresse de moins d'1%. Mais la progression qui fait une Kenya, c'est au niveau de l'utilisation des réseaux sociaux. Ça progresse d'une manière beaucoup, beaucoup plus forte. Et surtout l'utilisation au niveau des smartphones. Donc là, ça, c'est une transformation très importante parce que dans les années 90, 2000, je pense 2010, Internet, on y accédait à Internet à partir du PC. Donc c'était le PC. D'abord, l'accès Internet se fait majoritairement à partir du téléphone. C'est un shift très important et qui a beaucoup d'implications pour la partie FinTech. En termes d'utilisation sur Internet, donc, on voit que 57% de la population a un téléphone smartphone. Il y a un smartphone ou téléphone d'un point de vue FinTech. Mais on voit que la population a uniquement 25% le nombre des PC et 14% le nombre des tablettes. Donc, en fait, le cheval de bataille dans la FinTech et dans le digital, c'est le smartphone. Très important. En termes d'utilisation d'Internet, 86% qui s'aiment l'Internet colonnaire. Donc, c'est quelque chose qui devient pas quelque chose d'accessoire, mais Internet devient aujourd'hui utilisé, comme vous le savez, quotidiennement. En termes de contenu, on a beaucoup d'Internet, mais en termes de contenu, qu'est-ce qui est recherché? C'est vraiment beaucoup de divertissement. Il n'y a pas vraiment de contenu sérieux qui... Mais quand je fais le top 10 des recherches sur Google, quand on des choses qui sont très... généralement, c'est autour du foot ou de la musique. Donc, le contenu sérieux n'est pas... Bon, il y a Internet, il y a utilisation d'Internet et utilisation d'Internet. On peut dire que parfois, souvent, on va voir ça également sur YouTube, le contenu qu'il emporte, c'est un contenu de divertissement, principalement. C'est les top queries, les principales recherches sur YouTube. Pareil, c'est de la musique, divertissement. Il y a pas de très peu de contenu sérieux, mais ça, c'est un autre débat. Pardon. En termes de réseaux sociaux, la révolution, c'est les réseaux sociaux. Très grande révolution. Aujourd'hui, nous avons 16 millions d'utilisateurs, c'est les réseaux sociaux. Et ce qui est intéressant, c'est ce chiffre-là. C'est un chiffre j'ai vu le statistique 2020, il a un peu augmenté, mais déjà en 2019, c'était chaque utilisateur des réseaux sociaux, les 16 millions dont on a parlé, il passe en moyenne 2h33 minutes. Donc c'est une moyenne. Qui passe, mais 2h33 minutes est un chiffre qui est très grand. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le média classique, le média de référence sont les réseaux sociaux. Et donc, les médias classiques aujourd'hui sont vraiment dépassés par rapport à ça. Et c'est une tendance qui va continuer. Ça a des implications par rapport à la partie FinTech. Je vais en parler d'un exemple d'interaction mobile FinTech et les réseaux sociaux. Bien sûr, la courbe d'utilisation des réseaux sociaux au Maroc, ce sont les jeunes. Donc, on voit une grande concentration entre 18 et 34 ans. Mais cela dit, aujourd'hui, même les moins jeunes, en tout cas, utilisent les réseaux sociaux, mais c'est vrai que les principaux utilisateurs sont les populations qui sont plus jeunes. C'est normal. Alors, donc là, c'était juste sur le digital au Maroc. Alors, par rapport à la partie FinTech, donc, on a vu jusqu'à présent que les FinTech s'inscrivent dans un cadre de la révolution, de la 4e révolution industrielle, où le digital devient quelque chose d'omniprésent et qui interagit avec l'ensemble des facettes de notre vie. On a vu qu'au Maroc, les chiffres du digital, en tout cas en termes d'équipement, sur le mobile et sur Internet sont en croissance, et que sur les réseaux sociaux, leur pénétration est très importante. Alors maintenant, deux choses, on veut comprendre c'est quoi les FinTech, et aussi on veut voir des exemples de ces FinTech pour ne pas rester dans des choses qui sont très abstraites. Alors, FinTech, c'est quoi? FinTech, c'est simple, c'est technologie financière. Alors, ça fait référence à quoi? À des innovations financières facilitées par des avancées technologiques. Je nomme les avancées technologiques, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, mobile, cloud computing, l'informatique en nuage, l'intelligence artificielle, etc.
Pour faire quoi? Pour faire de nouveaux modèles d'affaires, de nouveaux services financiers, de nouveaux logiciels et applications qui ont un impact important sur la fourniture des services financiers et le développement du marché financier. Alors, pour, euh, pour simplifier davantage, ce sont des technologies financières qui changent la manière avec laquelle nous faisons de la finance. D'accord? Donc, il y a quelqu'un qui fait une application pour faire de la finance comme ce qu'on faisait avant. On peut ne pas la considérer comme étant fintech. Mais fintech, c'est un modèle d'affaires qui change, qui transforme, qui perturbe, on parle de disruption, le modèle actuel. Par exemple, j'ai le modèle financier basé sur l'intermédiation, que j'ai un modèle où il n'est pas basé sur l'intermédiation. Quand j'ai une plateforme où je connecte les gens, les prêteurs, les emprunteurs. Donc là, j'ai changé la manière avec laquelle j'ai fait de la finance, ce genre de choses. Il y avait, je dit, la banque supposée avoir des agences bancaires. Je fais une banque sans agence bancaire. Bon, là, j'ai changé le modèle d'affaires. D'accord? Donc, FinTech, دائما كيمشي مع un nouveau modèle d'affaires qui change les pratiques existantes. Mais une technologie financière qui fait la même chose que ce qu'on fait actuellement peut ne pas être considérée comme fintech, même si la technologie voudrait dire que c'est de la fintech. Autre définition, fintech, ce sont des organisations qui sont en forte croissance, qui combinent quoi? Un modèle d'affaires innovant, donc une innovation, une technologie pour permettre d'améliorer et perturber au sens disruption, comme on dit en anglais, les services financiers. Fintech, ce n'est pas forcément des startups. Ça peut être des startups comme ça peut être des entreprises, une grande entreprise. Par exemple, Orange, elle fait Orange Money, elle fait des banques, un opérateur télécom. On peut considérer ça comme étant, c'est de la fintech, mais ce n'est pas une startup. D'accord? Donc, fintech n'est pas égal à startup. Ça peut être des entreprises avec une taille plus importante. Quels sont les exemples? Quelles sont les catégories de fintech ou quels sont ce qu'on appelle la taxonomie ou bien les différents métiers de la fintech? Il y a la partie paiement, bien sûr, mobile, donc qui est basée sur le mobile, sur le web. Les digital currencies, les monnaies, on va dire, cryptées. Bitcoin, c'est un exemple de fintech. Ce qu'on appelle distributed ledger, c'est la partie blockchain. Alors, un mot sur blockchain. Blockchain, c'est une technologie qui permet... En fait, blockchain, c'est un registre, si on veut le comprendre d'une manière simplifiée. C'est un registre qu'on ne peut pas falsifier, qu'on ne peut pas, je ne sais pas. Rien n'est impossible en informatique, mais on va dire qu'on peut difficilement falsifier. Et c'est un registre qui est distribué. C'est un registre qui n'est pas mis dans un point central, mais qui est distribué sur plusieurs parties prenantes. C'est quoi l'intérêt de ce registre? C'est que ça permet de fiabiliser des transactions d'une manière beaucoup plus simple. Par exemple, je fais un transfert, je prends le cas du Bitcoin comme un cas. Le Bitcoin, en fait, la base de données n'est pas dans un serveur bien défini, mais elle est répartie, donc personne ne contrôle, enfin personne. Théoriquement, personne n'a le contrôle de ça, mais quoique on ne sait pas. Mais en tout cas, l'information n'est pas centralisée sur un seul point. Et du coup, puisqu'elle n'est pas centralisée sur un seul point, c'est difficile de falsifier l'ensemble des registres où l'information est présente. Et donc, ça permet de perturber le montant dans le sens où on n'a pas besoin, dans le passé, ou même aujourd'hui, on a besoin d'intermédiaires pour vérifier qu'une transaction se fait. Par exemple, je vends un titre, j'ai besoin d'avoir un compensateur qui va dire que ce titre ne m'appartient plus, il appartient à une autre partie. Et donc là, j'ai besoin d'une base centrale pour pouvoir faire ça. Si blockchain se développe suffisamment, on n'a plus besoin d'une base centralisée pour pouvoir faire une transaction pareille, mais on peut le faire d'une autre manière, plus efficace et plus économique. Dans la partie blockchain, bien sûr, il y a toute la partie crowdfunding. Crowdfunding, c'est le financement à partir du grand public. J'ai un projet, j'ai plus besoin de le soumettre à une banque ou bien un capital risqueur, je peux le mettre dans une plateforme et commencer à lever des fonds pour ce projet. L'essentiel, je collecte à partir d'une plateforme. On est dans ce cas-là. La partie cloud computing fait partie, donc ce qu'on appelle market provisioning, ça permet de supporter les boîtes fintech. Il y a la partie robot advice. Robot advice, ce sont des conseillers dans les placements financiers. Aujourd'hui, si vous voulez placer au niveau du marché financier, vous donnez votre argent à un fonds, lequel fonds vous conseille par rapport à un placement.
Et bien sûr, en contrepartie d'une rémunération, les robots advice aujourd'hui, ce sont des conseillers, ce sont des fonds, mais qui se basent pas, qui se basent sur des robots. Donc, le robot va vous conseiller sur votre placement en fonction de l'intelligence artificielle, en fonction des données cas. Ce robot-là peut vous conseiller, peut vous conseiller pardon, sur votre politique de placement, votre stratégie d'allocation, portefeuille, ce genre de choses en fonction des données du marché. Il y a il y a des cas aussi sur les risques. Tout à l'heure, j'ai parlé des réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a des fintechs qui se spécialisent sur la partie analyse du risque crédit. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un qui demande un financement, aujourd'hui, on fait un scoring à partir d'un certain nombre d'éléments. Il y a des sociétés qui se positionnent dans le sens où ils vont chercher des informations sur votre comportement au niveau des réseaux sociaux pour prédire votre capacité, votre probabilité de ne pas honorer votre engagement. Donc là, c'est du risque. Il y a la partie, et ça on le voit dans le secteur bancaire, on le voit également dans la partie assurance. Par exemple, il y a des fintechs qui se spécialisent sur l'analyse de votre comportement, par exemple de conduite, en fonction de ce que vous avez respecté les vitesses, vous n'avez pas respecté les vitesses. Est-ce que vous conduisez le soir très tard ou bien vous conduisez le jour? Quels sont les chemins que vous empruntez? Qu'est-ce que vous postez sur les réseaux sociaux, par exemple? Parce qu'ils considèrent que un mauvais conducteur réel, il est avec d'autres mauvais conducteurs. Donc, il y a plusieurs sociétés qui se positionnent par rapport à ce qu'on appelle data analytics, donc qui analysent votre comportement. Il essaie de prédire, il essaie de prédire votre comportement, soit pour la partie financement, soit pour la partie définition des primes d'assurance. Donc, plusieurs modèles de fintech, au fait, plusieurs modèles de fintech existent. Il y a des plateformes aussi, des plateformes, ce qu'on appelle des plateformes de open banking. Donc là, ce sont des plateformes qui permettent pour une banque qui démarre de gérer toute la partie transaction sans que la banque investisse en termes d'investissement sur les core banking, etc. Donc, fintech, il y a plusieurs applications. Ça peut être dans les paiements. Par exemple, PayPal, c'est une fintech. Ça peut être, comme j'ai dit, dans le crowdfunding, avec sa composante don, sa composante equity, sa composante prêt. Ça peut être dans le scoring du client, ça peut être dans les monnaies cryptées, plusieurs cas. On va voir des exemples plus pratiques, mais là, ce sont des exemples de catégorisation de fintech. Alors, je vais vous montrer cet exemple de fintech. Ça ne veut pas dire que ce sont les seuls exemples, mais c'était juste pour ne pas rester dans l'aspect théorique et donner des exemples qui sont pratiques, qui se rapprochent de notre vie au quotidien. Premier exemple, qui est un exemple classique, c'est vraiment un grand classique, la partie fintech, c'est la partie paiement avec M-Pesa. M-Pesa, c'est une entreprise au Kenya, mais maintenant ils ont étendu à d'autres pays, qui fait du mobile money. Je pense qu'ils ont démarré en 2010. Et le Kenya, ils avaient ce problème, c'est que les gens n'avaient pas accès aux agences bancaires, surtout dans les zones rurales. Et donc, c'était un service qui permettait d'envoyer et recevoir de l'argent par SMS. Et si on avait besoin d'argent physique, on peut aller chez une épicerie ou un point de vente qui nous permet de récupérer de l'argent physique. Mais généralement, on n'en a pas besoin. Donc, ça devient un moyen de paiement, donc pas besoin de récupérer de l'argent physique. Et donc, M-Pesa était un grand succès parce que ça permettait d'améliorer l'inclusion financière au niveau du Kenya à travers le téléphone. Pas forcément smartphone, ça peut être même par envoi d'SMS. Donc, c'est un grand exemple de fintech qui a permis d'avoir une bonne bancarisation au niveau du Kenya, une grande success story qui continue même aujourd'hui. Maintenant, elle est déployée dans d'autres pays, bref, le Kenya. Donc là, c'est juste les détails. Donc aujourd'hui, ils ont 25 millions de clients, mais c'était vraiment très intéressant comme expérience. C'est un cas de référence. Deuxième cas, et là, c'est un peu l'importance de la fintech, parce que la fintech, on ne fait pas de l'inclusion financière pour de l'inclusion financière, on peut bâtir dessus. En fait, il y avait une société qui s'appelle M-Kopa, toujours au Kenya, qui permettait d'équiper les maisons par de l'électricité. Alors, vraiment grand souci au Kenya, de l'accès à l'électricité. Donc, ce qu'ils ont fait, ils ont mis pour chaque maison, notamment dans le monde rural, des panneaux solaires. Alors, le panneau solaire permet d'avoir, comme vous voyez dans le schéma, dans l'image des ampoules, permet de charger.
et charger des téléphones, etc. En tout cas, et faire fonctionner la radio, même la télé aujourd'hui. Mais le plus intéressant, ce n'est pas ça. Le plus intéressant, c'est que cette infrastructure, vous ne payez rien du tout. Vous avez des paiements qui se font mensuellement, des petits paiements à travers M-Pesa qu'on a montré en premier. C'est-à-dire que pour payer l'électricité, vous payez le panneau, vous envoyez un SMS avec le montant et puis vous payez ça. Et bon, à un certain moment, le panneau, l'infrastructure devient votre propriété. C'est comme si vous faites un Ejara quelque part et ça devient votre propriété à un certain moment, mais vous payez à partir de M-Pesa. Donc, M-Pesa a permis bien sûr de faire des paiements, mais a permis aussi le développement d'une deuxième couche d'infrastructures telle que l'accès à l'électricité de cette manière. Et bien sûr, si vous ne payez pas, qu'est-ce qui se passe? Ils peuvent désactiver ça à distance. Donc là, c'est l'aspect d'Aman. Donc, ils peuvent désactiver ça si vous ne payez pas. Alors, c'est aussi Et donc, aujourd'hui, avec ça, ils ont équipé 600 000 foyers, 600 000 foyers avec ça, avec l'énergie solaire, mais qui est abordable, qu'on peut payer par le téléphone. Troisième exemple de FinTech, et là, ça utilise la partie blockchain, c'est ce qu'on appelle BQ, Dignity Through Identity. Alors là, c'est un exemple qui est très intéressant, qui était appliqué donc pour les réfugiés. Alors, le problème des réfugiés, c'est quoi? C'est que, premièrement, il y a un problème ce sont des personnes qui n'ont pas un historique, c'est-à-dire que vous n'avez pas des informations sur d'où ils viennent, combien d'enfants ils ont à charge, est-ce qu'ils ont des problèmes de santé, ils n'ont pas de problèmes de santé, etc. Est-ce qu'ils viennent de zones de guerre dans zone de guerre? Donc, le problème de l'identité. Il y a également le problème de la distribution des aides, parce que Valmaras qui connaît des aides, mais après, il y a des réseaux mafieux qui détournent tout ça. Alors, BQ, ils ont fait ce qu'ils appellent un Digital ID. Donc, c'est une carte nationale sur de la blockchain. Donc, on peut avoir toutes les informations sur la personne. Et puisqu'en plus, les réfugiés se déplacent, plus la personne se déplace ou bien sa situation évolue, c'est inscrit dans ce registre-là et les organisations humanitaires peuvent avoir accès à ces informations-là pour mieux cibler l'aide d'Yalom, pour mieux cibler les flux financiers d'Yalom. Et donc là, c'est une application de la blockchain pour un cas humanitaire, pour mieux gérer l'aide pour les personnes qui sont vulnérables et surtout pour les réfugiés et les personnes en déplacement dans les zones de conflit. Voilà, donc là, c'est le détail. Quatrième exemple, c'est un exemple de crowdfunding equity. Donc, c'est ce qu'on appelle, l'entreprise s'appelle Ecofolio. Alors, ce que fait Ecofolio, c'est elle permet d'investir dans des forêts. Alors, vous allez me dire, est-ce qu'on peut investir dans des forêts? La réponse est oui, parce que la forêt, c'est un investissement qui est rentable. La forêt génère du bois, génère d'autres produits, par exemple, dans du chêne, il y a des produits qui sont associés au chêne, par exemple. Le liège, par exemple, c'est un produit qui peut générer. Parfois, il y a des arbres qui génèrent des fruits, etc. Donc, la forêt, c'est un investissement qui est rentable et qui est très rentable, d'après ce que j'ai. Parce que j'avais rencontré les responsables de cette entreprise. Les chiffres étaient intéressants. Ça m'a donné envie d'investir. Alors, donc, c'est une plateforme qui investit à travers du crowdfunding. Donc, mais c'est aussi une plateforme dont les investissements sont basés sur de la blockchain. C'est-à-dire que quand vous investissez, vous avez ce qu'on appelle un token. C'est comme un certificat d'investissement qui vous donne droit à un revenu en fonction de la rendement du projet et en fonction de votre investissement. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que ce token, ce certificat d'investissement, vous pouvez le vendre à une autre personne si vous souhaitez ne plus investir. Donc, c'est un certificat qui est transférable. Et donc, l'entreprise est basée sur deux innovations fintech. Le crowdfunding, qui permet de lever des fonds de plusieurs personnes pour investir dans des projets de forêt, donc durables, mais également basé sur de la blockchain qui permet de pouvoir sécuriser votre investissement, mais aussi de pouvoir transférer et céder votre investissement à travers une marketplace. Voilà, donc là, c'est juste le schéma. Exemple 5, c'est un exemple de la finance islamique connu par les gens qui sont dans la finance islamique, c'est Etiscrowd. Etiscrowd, c'est une plateforme de crowdfunding donc, qui permet de lever des fonds, mais qui permet de financer le logement social.
Et ils travaillent spécialement, je pense, en Indonésie, où il y a une grande carence en termes de logement social. Donc, vous investissez dans le logement social. Donc, ce qui est intéressant dans It Crowd et dans l'exemple précédent, c'est que la composante investissement, mais qu'il y a une composante sociale, parce qu'à travers votre investissement, vous permettez à une personne avec un revenu qui est modeste de pouvoir accéder et avoir un toit. Donc là, la composante sociale est intéressante. Donc là, c'est un exemple d'islamic fintech, si on peut appeler ça comme ça. Autre exemple, mais c'est aussi un exemple dans le domaine de la finance islamique, c'est Global Sadaqa qui est connu. C'est une plateforme de dons. Donc c'est une plateforme de crowdfunding, qui levée de fonds, pour pour donner à des œuvres de charité. Parce que comme vous savez, le crowdfunding, il y a plusieurs manières, plusieurs composantes. La loi qui n'est pas encore sortie au Maroc. Il y a la composante donation sociale, donc je lève des fonds pour donner sans contrepartie. Il y a la composante je lève des fonds pour investir, le cas d'Ecofolio sur les forêts. Ok, la composante ici, je lève des fonds pour prêter. Donc je prête, ça peut être prêt conventionnel, mais ça peut être un prêt participatif aussi, à travers Murabaha par exemple. C'est parfait. Ils appellent ça l'Indine ou la prêt. Donc ce sont les trois composants. Global Sadaqa, c'est une plateforme de crowdfunding de type don qui a des projets dans plusieurs endroits dans le monde et ils peuvent même gérer des dons type zakat. Donc, ils ont une catégorie zakat éligible, donc ils respectent les règles de la zakat pour les 8 bénéficiaires de la zakat. Dernier exemple, c'est un robot, voilà, on peut appeler ça un robot, un assistant intelligent, un chatbot, qui a été mis en place par une banque qui s'appelle Hong Leong Bank, qui est en Malaisie, mais qui est aussi une banque islamique. Donc, il l'a impliqué pour la banque islamique et la banque conventionnelle. Et c'est un assistant qui permet de gérer, c'est un assistant qui est fait en interne, ce n'est pas pour les clients, pour les employés, mais qui permet de répondre à toutes les questions en relation avec soit les ressources humaines, soit la gestion, les agences. Par exemple, je souhaite savoir est-ce que je vais m'absenter, comment je fais pour une demande de congé? Il me répond. Comment je fais pour une demande de congé? Il me répond. Je souhaite savoir, par exemple, est-ce que les évaluations annuelles vont se faire à quelle date? Il va me répondre. Je veux savoir, est-ce que, par exemple, pour une opération de transfert à l'international, à qui il faut l'adresser? Donc, il a permis d'assister personnes. Et jusqu'à présent, il gère 10 000 questions justes, ou bien ses réponses, il est juste à 90%. Mais comme on a vu tout à l'heure, donc Lyon jusqu'à 90%, demain, il peut être juste à 92, etc. Alors, sur la partie FinTech et finance participative, alors, il y a un débat aujourd'hui sur ce qu'on appelle Islamic FinTech. FinTech, à mon avis, est neutre. C'est-à-dire FinTech, c'est FinTech. C'est-à-dire que c'est de la technologie. Après, on peut l'appliquer soit dans un contexte participatif, soit dans un contexte conventionnel. Bien sûr, il y a des applications qui ne sont pas conformes, mais la FinTech en tant que FinTech, ça reste de la FinTech. En fait, ce sont les mêmes. Quand on parle de blockchain, il n'y a pas de blockchain islamique et blockchain conventionnel, c'est de la blockchain. Après, ça dépend de notre application. C'est neutre, la technologie est neutre. Et donc, la FinTech s'applique sur l'ensemble des composants de l'écosystème de la finance participative, sur l'aspect bancaire, sur l'aspect assurance, sur l'aspect marché des capitaux, au niveau social, par exemple sur la partie zakat, awqaf, etc., microfinance. Donc, c'est quelque chose qui est transversal. Pourquoi la FinTech, dans le monde islamique ou dans la finance islamique, a une marge de croissance importante? Première chose, pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est une tendance mondiale. Aujourd'hui, la FinTech s'impose d'une manière très forte au niveau du secteur financier mondial, et donc forcément, elle va s'imposer au niveau du secteur financier participatif islamique. Mais dans notre pays, nous avons quelque chose de particulier. Premièrement, au niveau des pays islamiques, ou bien à majorité islamique, la population est majoritairement jeune. Le numérique est bien présent, comme on l'a vu tout à l'heure. Nous avons aussi des institutions financières de petite taille. Ça, c'est très important. C'est-à-dire, quand vous avez une petite institution financière, normalement, vous êtes plus agile
est plus à même à pouvoir appliquer ce genre de choses. Et aussi, c'est que ces institutions, telles que nous le voyons au Maroc, il y a un souci principal, c'est un souci de différenciation parce que, OK, ce sont des banques, on va me dire, c'est conforme Sharia, je veux bien, mais il y a pour une certaine population, demande des leviers de différenciation. En quoi c'est différent, regarde la conformité Sharia. Et donc, le fait d'être, surtout que le niveau fintech au Maroc n'est pas très avancé, c'est une occasion pour ces institutions de pouvoir se positionner par rapport à ça et de marquer une différenciation par la technologie. Donc là, c'est un levier important. On l'a vu, pas dans une manière parfaite et très avancée, mais les choses qu'a fait CIH, avec, même si ce n'est pas très extraordinaire, mais ça a permis de sortir la banque de l'image vers une autre image parce que le digital a permis ça. Ils ont investi dans le digital. Donc, puisque CIH a pu le faire même avec des dimensions modestes, le levier d'innovation de la partie fintech pour se différencier est là, et surtout pour les banques participatives. Au niveau international, la finance participative ou la finance islamique, généralement, c'est concentré sur quoi? C'est concentré sur le crowdfunding, sur les logiciels ou sur les paiements. Donc, ça reste pas très avancé, mais il y a des pays vraiment qui vont à pas de géant par rapport à ça. Donc, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui fintech en sud-est asiatique, je parle de la Malaisie et de l'Indonésie, ce qui se passe au niveau fintech, au niveau le GCC, des pays comme l'Émirat ou le Saoudien, ce n'est pas comparable au marché. Vraiment, bon, on va me dire que ce n'est pas comparable à Londres non plus, mais il y a une dynamique et on voit qu'il y a une transformation qui est très importante. Il y a beaucoup de choses qui se font, soit au niveau réglementaire, soit au niveau écosystème, soit au niveau initiative des acteurs. Donc, il ne faut pas sous-estimer ça. Donc, mais par contre, il y a des régions qui ne sont pas avancées, et je pense notamment la région de Maghreb l'Arabi, notamment les Fahna, c'est parmi les régions qui sont les moins avancées d'un point de vue fintech. Je ne parle pas comme ça, à partir de classement. Moi, j'ai vu les travaux classements internationaux en termes de fintech. C'est parmi les régions les moins avancées au niveau mondial. Même l'Afrique subsaharienne, qui ont beaucoup moins de moyens que nous, sont beaucoup plus avancés de la partie fintech. Ce qui se fait aujourd'hui au Kenya ou le Rwanda, d'un point de vue fintech, ça n'a rien à voir à ce qui se fait sur Casa. Même si on a beaucoup plus de moyens, mais bon, parfois, ce n'est pas uniquement une question de moyens, c'est aussi une question de volonté de pouvoir développer ce genre de choses. Conclusion, pour ne pas être trop long, et je suis désolé, j'ai dépassé le WORX, mais conclusion rapidement, fintech, c'est aujourd'hui une tendance qui est réversible. Ce n'est pas quelque chose qui est conjoncturel, mais c'est quelque chose qui vraiment qui transforme déjà, mais on peut s'attendre que ça transformera davantage les paradigmes du monde financier actuel. C'est quelque sorte une mondialisation du marché financier. Aujourd'hui, la finance se mondialise et les fintechs permettent cette mondialisation. Bon, si on prend les cas, l'initiative qui n'a pas marché de Facebook, mais certainement ils vont trouver un autre moyen. Si ça marche, c'est une mondialisation rapide du marché financier. On parle des initiatives aujourd'hui même WhatsApp et des trucs en finance. Si ce genre de choses vont dans le sens où on part vers un marché financier qui est mondialisé, bien sûr, il y aura toujours des barrières nationales, mais on parle de tendance. Les fintechs, c'est un large spectre de technologies d'application. Les acteurs existants, bien sûr, c'est des opportunités, mais c'est aussi des menaces. C'est pour ça qu'il y a de la résistance. On a vu le cas de Libra, il y avait une grande résistance par rapport à ça, mais après, il y a de la pression. Donc, à un certain moment, il y a un équilibre qui va s'établir. Et dernier point, c'est que d'un point de vue carrière, pour ceux qui s'intéressent à la fintech, je pense que ça offre des horizons de carrière très passionnants. Il y a beaucoup aujourd'hui de recherches, de personnes qui sont compétentes en technologie, en finance. On le voit dans les offres d'emploi, c'est quelque chose qui aujourd'hui a le vent en poupe. Donc, pour des personnes qui sont en début de carrière ou qui pensent à des reconversions, je pense qu'il y aura de la demande. Il y a déjà de la demande par rapport à ça, mais il est fort à parier que la demande sera plus importante dans le futur. Alors, donc là, c'était rapidement ce que j'avais à dire. Je ne sais pas si j'ai dépassé le temps. Si c'est le cas, je suis vraiment désolé. Mais après, s'il y a des éléments qui ne sont pas couverts par cette présentation, donc
comme on a dit, il y a une partie qui est consacrée à l'échange et ça sera avec plaisir qu'on pourra continuer cette discussion. Barakallahu fikum wa salam alaikum. Merci. Merci beaucoup, Si Wael. Barakallahu fik, jazakallahu khairan. Merci beaucoup pour cette présentation, c'était très intéressant et c'est très attirant en termes de manière de présenter, en termes d'informations qui sont vraiment actualisées et très intéressantes. Je vous remercie énormément pour justement les fintechs, comme vous avez dit, donc c'est l'avenir, ça on le sait tous. Donc la relation entre les fintechs et la finance islamique, maintenant, comme vous avez dit, c'est la plupart, ils se concentrent sur donc le mobile banking, sur l'échange, sur le crowdfunding. Donc, Inch'Allah, une tendance, comme vous avez dit, irréversible. Ça va chambouler le monde, que ce soit en finance islamique ou en finance conventionnelle. Donc, avant de passer aux échanges, donc je vois qu'il y a plusieurs personnes qui veulent participer. On va donner la parole à Dr Talal Hello, le président du bureau de Rabat de l'association marocaine de l'économie islamique, pour nous donner sa participation dans le sujet. شكرا سي تفضل. ورحمة الله وبركاته. أولا أشكر باسم جميع أعضاء الجمعية الأستاذ الدكتور وائل أمينوس الصديق العزيز لتلبيته الدعوة أولا ولعرضه الثري والقيم. ما عرفتش واش كتسمعوني مزيان؟ واضح صوت سيدي طلال. واضح. دابا راه غادي في الفينتك داير تليفون بالاوبارلور في السياره دونك 100% فينتك. طيب الحمد لله. فاذا اشكره جزيل الشكر يعني لعرضه القيم والثري حول هذه التقنيات، يعني التقنيات الماليه الحديثه والتي يعني بلورت واقعا جديدا بالنسبه للساحه الماليه التي هي الان في تغير يعني اعمق مما يظنه الكثير من الفاعلين في المغرب، حيث يعني هذه التقنيات الماليه بناء على تقنيات مثل البيج داتا وتقنيات مثل الذكاء الصناعي وتقنيات مثل البلوك تشين، الخبراء يقولون ان تقريبا يعني 60% من الاعمال او لي زومبلوا او مناصب الشغل التي نعرفها اليوم ستضمحل وستختفي تماما او جملة وتفصيلا إلا ما ندر في تقريبا 20 سنة. وهذا شيء خطير. لماذا؟ لأن النظام التعليمي اليوم، التعليم الأساسي والتعليم العالي، أظنه عنده بعض الأشواط ديال التأخر في هذا المجال كما قال الأخ وائل. دول المغرب العربي متأخرة في هذا الميدان كثيرا، وهذه التقنيات ستلتهم التهاما أي ستأكل الكثير من مناصب الشغل التي نعرفها ونظنها يعني أبدية، مثل يعني مستشار بنكي، مثل مستشار عقاري، مثل محلل طبي، مثل يعني محافظ يعني كونسيرفاتور، مثل نوتير يعني سميتو النوتير بالعربيه عاوتاني نضيع هذا موثق هي الموثق، مثل يعني الكثير من الشعب التي هي في الميدان المالي والتي تعتمد على لو تيغ دو كونفيونس، بمعنى الوسيط ذو الثقه، هو لو تيغ دو كونفيونس اللي بحال اللي قال الاخ وائل يعني لي زانترميديير فينانسيي. فكثير من هذه الأعمال وهذه الميادين يعني ستختفي وسيحل مكانها يعني هذه المناصب الجديدة المتعلقة بالذكاء الآلي والتقنيات المالية الجديدة، التي هي صراحة فرصة
اولا للماليه التشاركيه وللاقتصاد التشاركي والاسلامي، ولذلك يعني لوضع يعني جسر تواصل بين رؤيه الجمعيه ديالنا اللي هي اقتصاد فعال ومندمج بدون مديونيه وربويه. هذه التقنيات كتعطينا حلول، مثل يعني تكلم على بعضها الاخ وائل جزاه الله خير، اللي هي تقنيات مثل الكراود فاندينغ، يعني التمويل من طرف يعني لافول، يعني كيفاش نقولوا لافول بالعربيه، جمهور. التمويل من طرف الجمهور، بمعنى شخص يعني يسكن في المغرب يستطيع اليوم أن يمول من خلال بطاقته مشروع سكني لإثيس كراود في إندونيسيا مثلا. فهذا ماذا يعني؟ يعني أن أي شخص في العالم يستطيع فتح تمويل مشاريع له للعالم بأسره، وهذا شيء يعني مخيف ورهيب، لكن يعني مشجع جدا كذلك. لماذا؟ لأن الكثير من الشباب اليوم الذين يعانون من البطالة وقلة الفرص والجائحة الحالية يستطيعون يعني أن يعرضوا يعني أفكارهم للتمويل في العالم بأسره من خلال الكراود فاندينغ الذي يتمثل في إما الهبة، إما القرض بدون فائدة بالنسبة للمالية التشاركية، إما البيع المسبق لا بريفونت، إما المشاركة يعني يشارك معك في مشروعك. وهذه التقنيات هذه نحتاج أن نقدمها للطلبة حتى يعلموا أن العالم سيتغير من هنا 10 سنوات. يعني الطالب يدخل اليوم بعد البكالوريا ثم يخرج بعد 5 سنوات أو 7 أو 8 سنوات فيجد يعني عالم مالي مختلف تماما. هل هو مستعد؟ ما نقولوش يعني النظام التعليمي خصو يهيئه، النظام التعليمي راه غادي بالطريقه اللي غادي بها، لكن هل هو مستعد؟ وهل اجرى الابحاث؟ وهل في بحوثه في الماستر دقق حول المواضيع التي تتعلق بالتقنيات الجديده ام لا؟ وفي الاخير حتى لا اطيل وافتح المجال للمتدخلين، اريد من الاخ وائل ربما ان يقدم لنا شيئا ان كانت يعني عنده اشياء متعلقه بالسمارت صكوك. يعني بالنسبه للعموم سمارت صكوك هما صكوك او شهادات آلية وذكيه بدات بعض البلدان يعني تروج لها وتساعد في الكراود فاندينغ وفي اشياء اخرى في الماليه التشاركيه بهذه التقنيات الماليه الجديده. ثم نفتح المجال بعد هذا للاسئله للحاضرين والاخوه والاخوات. شكرا سي وائل. سي طلال، سي وائل الا بغيتي تتكلم على سمارت صكوك مرحبا. نعم بارك الله فيك سيدي طلال. بالنسبه لسمارت صكوك فعلا كانت تجارب. اول تجربه كنظن كانت في اندونيسيا في 2000 السنه الماضيه، لا ربي في 2018 بلاسم فاينانس داروا اصدار السمارت صكوك ولا صكوك الذكي لتمويل المشاريع متناهيه الصغر، الميكرو فينانس. والجميل في الموضوع هو انه التمويل كان بمبلغ صغير. يعني كان صكوك اصدار الصكوك 50,000 دولار. 50,000 دولار يعني في الصكوك مبلغ لا يكاد يذكر لانه مبلغ صغير بزاف. لان علاش دابا المشكل في الصكوك شنو هو؟ المشكل في الصكوك هو انه الهيكله الصك وتوزيع الصك كتاخذ جزء لا باس به. فهالشيء كيفترض ان يعني حجم الصك ولا حجم الاصدار ضروري خصو يكون عنده واحد حد ادنى معين. لكن الا كان عندنا سمارت صكوك كما عملوا فهو مكنهم باش يعملوا اصدار 50,000 دولار اللي هو مبلغ صغير جدا اللي مشى مؤسسات تمويل اصغر في اندونيسيا. سمارت صكوك كيعتمد على بلوك تشين، لان بلوك تشين فيه واحد الخاصيه اللي هي سميتها سمارت كونتراكت، يعني العقود الذكيه. شنو هي العقود الذكيه؟ هي عقود كتنفذ بطريقه تلقائيه. نعطيكم مثال. خديت انا تمويل خديت تامين ضد ان تامين السفر، على اساس انه الا مشات لي الطياره يخلصوا لي شي حاجه. طيب هذا التامين انا سنيت عليه، مشيت للمطار، وصلت متاخر، فهما لقيت انا سدوا المكاتب فمشات عليا الطياره. تلقائيا هناك عقد، يعني كاين واحد ان كونطرا ولا واحد العقد كيتنفذ بطريقه تلقائيه اللي كتامر شركه التامين، لان عرفت اني ما مشيتش للطياره في المعلومه عندها،
فتلقائيا العقد كيتنفذ تلقائيا، فشركه التامين كدير لي التحويل للحساب ديالي بالمبلغ تاع القسط، انا كتعويض على الضرر لان مشات لي الطياره، بدون اني ما نعمر شي استماره ونمشي للوكاله ونجيب لهم واحد شهاده كتثبت اني ما مشيتش في الطياره وكذا، اللي ممكن تاخذ ليها وقت باش يجاوبوني. تلقائيا لا غدا كنلقى في الحساب دخل لي واحد المبلغ في الحساب ديالي بطريقه تلقائيه. هذا تامين تجاري عادي، تامين كلاسيكي. نعم. تامين كلاسيكي يعني ماشي ممكن يكون تكافل، ممكن يكون كلاسيك، يكون تكافل كلاسيكي. الشاهد هو انه يعني هو عقد ينفذ بطريقه تلقائيه الا كانت مجموعه من الامور موجوده. الا كانت مثلا الف باء ثاء موجود فاذا كيتنفذ بطريقه تلقائيه، اسمها سمارت كونتراكت. فهاد العقود الذكيه كتعطي انه كاين واحد السلاسه، كاينه واحد المرونه، كاينه واحد السرعه، ولكن كاينه كذلك واحد التكلفه اللي زالت كما قال سيدي طلال قبيله، هو انه من انا ما بقيتش كندير استماره وما كنعطيهاش واحد الموظف شركه التامين، والموظف خصو يعطيها المسؤول ديالو وشي واحد يسند ليا شيك ويحول لي المبلغ. هذه العمليه كامله دمجتها في واحد سمارت كونتراكت، فكتولي فيها واحد الفاعليه كبيره بزاف. وفين فعلا هذا المستقبل تاع سمارت سكوك من بين الامور اللي فيها مستقبل كبير. وفعلا كما قال السي طلال في التقديم ديالو، هو انها الهيكله الماليه كتتبدل بطريقه كبيره بزاف، لانه حنا في الماليه باش قريناها كتقول الماليه يعني مبنيه على الوساطه، سي بازي سور لانترميدياسيون، يعني بنكه وسيط، صندوق استثماري وسيط، شركه تامين وسيط. هذه الوساطه هذه كامله، هذا المفهوم الوساطه، هذا لو باراديغم، هذه ليبوتيز، هذه فرضيه الوساطه الان غير موجوده. فممكن كاين نموذج اعمال ما فيش الوساطه، يعني ماشي بالضروره خصني تكون واحد الوسيط، ممكن ان نستثمر كما قالوا في مشروع ما بين انا مستثمر استثمر في مشروع بدون المرور عن طريق وسيط. المهم الحديث يطول، ولكن نخليه الاخوه ربما كاين اسئله نجاوبوا عليها ان شاء الله. نعم، جزاك الله خيرا. اذا عندنا تقريبا 19 الحضور في الزوم، وعندنا كذلك في الفيسبوك تقريبا 14. غناخذ اول تدخل ديال الاستاذ منصف بن الطيبي. سي منصف، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا. الله يبارك فيك سي محمد، الله يجزاك الخير، وائل كذلك الله يحفظك ويبارك فيك. اهلا سيدي منصف. الله يبارك فيك. كيف كانت المحاضرة ديالك بالفرنسية فندير التدخل بالفرنسية تفضل سيدي، مرحبا. الإخوان بالفرنسية يتبعوا معنا. D'abord, je te remercie d'avoir honoré la SMICI avec ta participation très riche que j'ai suivie avec un grand intérêt. Je te félicite et je félicite aussi le bureau de la SMICI d'avoir choisi un interlocuteur de ton niveau, avec tes compétences qui nous rendent tous fiers d'avoir au Maroc des jeunes. Tu es très jeune, tu as parlé d'une vingtaine d'expériences, mais Masha'Allah, tu es encore jeune, tu as un grand avenir devant. Donc, cela me fait énormément plaisir. Et je sais que, Masha'Allah, tu as aussi une grande connaissance donc, de la pratique de la finance islamique au Maroc. Et on pourrait bien sûr toujours apprendre de cette pratique. Et il serait utile aussi de partager, dans la mesure bien sûr du possible, l'état des lieux au Maroc. J'ai eu une discussion il y a quelques jours avec un président d'une banque participative au Maroc et qui m'a dit à sa grande satisfaction et aussi à sa grande surprise avec cet événement cette pandémie du Covid, ben, il y a la partie banque en ligne qui se développe dans leur banque et qui fait quand même du 7 à 8%, ce qui n'est pas négligeable. Pour une entreprise qui a démarré à peine 2 ans, c'est quand même très important. Et quand on fait du 7 à 8%, et si on compare cela par rapport au nombre d'agences dont dispose cette banque participative, bah on doit se poser des questions. Est-ce qu'ils auront intérêt à développer le réseau agence ou est-ce qu'ils doivent se mettre en ligne? Mais c'est là, c'est toute la grande question qu'on pourrait se poser. Et vraiment,
si on se met donc dans cette banque en ligne, quelles sont les compétences que nous devrions développer pour l'avenir dans le domaine de la finance participative? Talal, tout à l'heure, a parlé des emplois qui vont disparaître, mais des emplois ils vont disparaître à tous les niveaux. Dans un rapport que j'ai lu, il y aura 25% des experts dans tous les métiers vont disparaître avec l'intelligence artificielle. Donc, c'est une menace à tous les niveaux. Aujourd'hui, peut-être c'est une menace au niveau de l'opérationnel, au niveau de ceux qui interviennent dans des fonctions répétitives, mais dans peu d'années, peut-être pas dans 20 ans, mais même avant, c'est 25%, 20% des experts qui seront eux-mêmes à la recherche d'emploi s'ils ne se transforment pas. Alors, à ton avis, est-ce qu'au Maroc, on prend au sérieux cette affaire, cette question-là? Tout à l'heure, tu as soulevé un point très important. Moi, je ne comprends pas comment le Maroc ait encore enregistré du retard. Je comprends qu'il y a eu pendant plus de 30 ans une résistance à la finance islamique, à l'économie islamique. C'était plutôt idéologique qu'autre chose. Mais maintenant qu'on s'y met, pourquoi il y a encore des freins? Est-ce que c'est normal qu'on continue à avancer à pas de tortue alors qu'aujourd'hui, on voit que nos pays, je le dis avec grande fierté, nos amis africains avancent à des pas géants par rapport au Maroc. Les pays africains qui embrassent cette finance islamique, je le dis avec une grande foi. Ceux qui se mettent dans la finance islamique, ils ne se mettent pas par opportunisme. Ils se mettent dans la finance islamique avec une grande foi, avec la foi du bon musulman. Est-ce que nous, au Maroc, nous sommes à ce stade-là? Est-ce que nos banques, aujourd'hui, moi je ne veux pas, loin de mon esprit d'avoir des doutes. Je suis sûr que ceux qui se sont mis dans la finance au Maroc, islamique au Maroc, c'est des personnes qui y croient, qui font de leur mieux pour faire réussir cette finance islamique. Mais pourquoi il y a des freins? Est-ce que le Maroc, qui compte des ingénieurs dans le domaine informatique, qui exportent son savoir-faire à l'étranger, qui enregistre encore de grands retards au niveau de cette transformation digitale, au niveau du secteur financier, au niveau ça ne démarre pas au niveau du Tsakafoul. Et on sait pertinemment que le Tsakafoul, avec la FinTech, il va révolutionner le monde des assurances. Le Waqf, un domaine que je connais parfaitement, mais comment on pourrait révolutionner le Waqf au Maroc avec les fintech, les zakats qu'on tarde encore à mettre en œuvre sur le circuit. Cette zakat apporterait des ressources énormes au budget de l'État et servirait une partie de la population, les bénéficiaires qui sont prévus par le Coran. Les fintech pourraient jouer là un rôle extraordinaire. Et moi, comme toi, je poursuis avec assiduité ce qui se passe à l'étranger. Je participe quotidiennement et je suis quotidiennement un ou deux événements à l'échelle internationale. Je vous assure que ça m'épuise, mais je le fais avec un grand plaisir parce qu'à chaque jour, j'apprends non pas en tant qu'expert, mais j'apprends également en tant que toute personne qui apprend, qui cherche le savoir et qui essaye de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux et comment on pourrait le faire et est-ce qu'on pourrait le faire rapidement au niveau de notre pays. Donc, si tu pourrais nous dire quelque chose sur cet état des lieux au Maroc et comment on pourrait un petit peu inverser cette tendance parce que vraiment, ça fait encore mal que cette finance islamique ne décolle pas au Maroc et marche encore à pas de tortue. Je te remercie. Je remercie également Mohamed pour son animation et les auditeurs pour leur participation. Barakallahu fik. La question que tu poses, c'est une grande question, une question fort importante, mais c'est une question qui est grande où il y a plusieurs éléments de réponse. C'est une question qui n'est pas facile. Mais je pense qu'un point de départ, pour moi en tout cas, c'est la notion de la finance islamique. Est-ce que tu as le volet idéologique, il est qu'un frein, mais les choses progressivement ils ont été autorisés.
Mais le problème, c'est que on l'a fait pas dans une logique de stratégie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce que nous avons une stratégie finance participative au Maroc? On n'a pas de stratégie. Il n'y a même pas de vision. On a des stratégies sectorielles. Le Maghreb peut dire qu'on veut ça. C'est possible. Mais après, est-ce qu'on a une stratégie qui est unifique? Le secteur financier participatif, les objectifs d'un point de vue inclusion financière, d'un point de vue export sur l'Afrique à travers Casablanca Finance Center. Voici ce qu'on veut en termes d'innovation. Voici comment cela s'inscrit dans le cadre de la stratégie financière nationale. On n'a pas ça. On a des initiatives qui sont louables. Je ne dis pas, il y a beaucoup de travail qui est fait, mais ما عندناش un target, un objectif اللي بغينا نوصلوا له qui est défini. احنا عارفين مثلا ملي كتشوف مثلا la stratégie malaisienne, on peut ne pas être d'accord même sur beaucoup de choses. انت راه كتبع عارف تبارك الله عليك انت عارف le contexte malaisien. On peut ne pas être d'accord avec beaucoup de choses sur les Malaisiens, sur des aspects d'industrie ou de structure, de conformité sur certains éléments. Mais personne ne peut leur enlever le fait qu'ils ont une stratégie. أنا حضرت le champion national de la Malaisie avec un des rois ديالهم, parce qu'ils ont plusieurs rois chez ces tournois, qui porte la stratégie. حضرت une intervention ديالو qui dit voici ce qu'on veut, on veut aller vers ça, فكيبان qu'il y a une stratégie في المشي l'industrie et qui se décline dans des plans qui concernent le secteur bancaire, qui concernent كما قلتي التكافل, كما قلتي الأوقاف والزكاة, qui concerne les marchés des capitaux, etc. Je pense qu'on a ce problème, parce que la machine, il y a plusieurs chantiers machines en parallèle, mais il n'y a pas un cadre fédérateur. Maintenant, la CAF, c'est-à-dire la Banque Maghreb Khaddam, la MMC, etc. Mais on n'a pas un cadre qui est fédérateur. Je pense qu'un premier élément de réponse, c'est ça. Et je pense que c'est parce que si on n'a pas de stratégie, on n'a pas d'objectif, on ne peut pas dire qu'on n'a pas fait un bon travail ou on a fait un mauvais ou un bon travail. On ne peut pas apporter ce jugement. Quand il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas d'évaluation qui m'a cassé. مثلا ملي كدير واحد التقييم ولا دير ان اوديت سي بارابور ان ريفيرونسيال. انا سي جو دي اوجوردي كوا حنا عندنا دابا 10 مليار في لي فينانسمون, واحد يقول كلام مزيان راه عطينا كذا, ولكن ça reste subjectif. Donc tant qu'on n'a pas une stratégie qui est claire, des objectifs qui sont clairs, مسطرين كنقولوا ها اللي بغينا من لا فينانس بارتيسيباتيف au niveau national, au niveau continental, on supporte la stratégie Maroc. كتبقى des initiatives les machines au fil de l'eau, avec les contraintes Covid, d'autres contraintes religieuses peut-être, avec des bonnes surprises qui peuvent accélérer, mais ما كاينش un cadre, à mon avis, ما كاينش un cadre unifié. وكيبان مثلا كنت التكافل le retard, c'est un exemple qu'il n'y a pas de feuille de route unifiée. يعني كاين كل واحد ماشي في واحد الطريق ديالو. دابا عندنا واحد 10 milliards de financement, mais qui ne sont pas adossés des assurances, par exemple. Donc, je pense qu'un élément de réponse est sur la stratégie, mais certainement, il y a d'autres éléments de réponse, qui sont certainement des résistances, on ne peut pas les nier. Mais je pense que quelqu'un a une stratégie avec des objectifs clairs, je pense que les choses vont aller mieux d'un point de vue évaluation, d'un point de vue exécution et d'un point de vue ajustement de la trajectoire. أنا صراحة عندي غير واحد سؤال بسيط على التكافل, بما أنك ذكرتيه. دابا فين كاين المشكل؟ القانون كاين, يمكن هذيك في دابليكاسيون حتى هما كاينين, يمكن بقى دابا غير عند لا كابس جو كخوا. لا d'abord nous sommes sur de la phase préparation, ça les dossiers d'agrément. Effectivement, il y avait pas mal de choses. Aujourd'hui, on est sur une phase de dépôt. Les opérateurs n'ont pas encore déposé des dossiers. Il y avait un pré-dépôt d'agrément effectivement. Mais pour l'instant, officiellement, il n'y a pas de dépôt d'agrément pour l'instant. Donc, la prochaine étape, normalement, la CAPS devrait autoriser les sociétés qui sont intéressées de déposer les agréments d'Elon et partant de là, aller sur le processus. Mais tant qu'on n'a pas déposé les agréments, on n'est pas encore... parce que il n'y a pas encore eu de dépôt d'agrément. Il y a eu des pré-dépôts. Il y avait des pré-dépôts, mais il n'y a pas eu encore de dépôt formel. Donc, c'est un manque de volonté des assurances elles-mêmes qui n'ont pas encore déposé, c'est ça? Là, je pense qu'ils attendent. Je ne pense pas que c'est chez les compagnies. Je pense que la CAPS doit autoriser les compagnies à déposer les demandes d'agrément
les demandes d'agrément ديالهم. Je ne pense pas que ce soit du côté des compagnies, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait fort que ce soit des compagnies, du côté des compagnies. Okay. Donc, normalement, le prochain milestone, c'est le dépôt d'agrément pour les compagnies qui sont intéressées. Très bien. Ok, le plan comptable باقي ما سالش تاع التكافل. شكون؟ L'adaptation du plan comptable. Ah oui, oui, exactement. Bon, on peut dire que ça peut se faire en parallèle, mais ce n'est pas quelque chose de bloquant pour le dépôt d'agrément. Un deuxième participant, c'est Ahmed Shakir. Salam alaikum. Ahmed Shakir. إذا أحمد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. الشكر موصول للإخوة المنظمين وخاصة الإخوة في الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي. مرحبا. الشكر أستاذ شاكر. بارك الله فيك. الشكر السوائل على هذه المداخلة القيمة والإخوة اللي سبقوه اللي كانوا في المعقبين السي منصف الطيبي سي طلال الحلو والمسير السي محمد. السؤال ديالي السوائل هو بالنسبة للمجال ديال التقنين في المغرب، افاق ديال التقنيه الماليه التطبيق ديالها في المغرب وخاصه في الجانب المالي، حيت نعرفوا بان ما هو مالي محتكر من طرف البنوك المغربيه المصارف، وبالتالي واش التقنين كيف رؤيتكم انتم اللي عندكم ممارسات واحتكاك مع اما السلطات البنكيه ولا مع البنوك التجاريه، هل ستسمح لشركات ناشئه تطوير نماذج اعمال جديده في مجال المصلحه او الخدمات الماليه الرقميه او لتعتمد التكنولوجيا الجديده؟ لان هذا امر مهم في هذا المجال ديال الافاق تكون عندنا واحد استراتيجيه. هذه السؤال الاول. بالنسبه للمجال تطوير هذه الثقافه ديال استعمال التقنيه الحديثه او الحديثه في المجالات الماليه والمجالات الاقتصاديه عامه، خاصة تدوز عن طريق كذلك ثقافة ديال ليديكاسيون، هاد التربية المالية، وهذه غدوز من دور النظام التعليمي إما في الثانويات والإعداديات وكذلك التعليم العالي في الجامعات. وهنا تبغي نطرح غير نبين واحد الفكرة أنا خدمت عليها في جامعة المنصورة، هي في المجال البحث التنموي. عندنا كنا أعلنا عليها في السنة الماضية في خلال الدورة السابعة ديال المؤتمر الدولي المالية الريادية اللي كان داز في ديسمبر السنة الماضية، فكرة ديال واحد المختبر سميناه مختبر التقنية المالية الاجتماعية. هذا واحد الكونسيبت اللي بغينا نحاولوا نجمعوا فيه عدة فئات، عدة كفاءات من جميع من الناس اللي في المعلوميات، الناس اللي في الجانب المالي، في الجانب الاجتماعي، الجانب الشرعي، والناس ديال الاقتصاد، غنجمعوهم بحال واحد الفضاء ديال التعاون من اجل بلوره افكار في هذا المجال والاحتضان ديالها في مدينه الابتكار اللي تابعه للجامعه وتابعه جهه السماسه. وهذه باش نبين لكم دور البحث التنموي وخاصه مراكز البحث في المغرب من اجل تطوير هذه التقنيه الماليه في اطار المجالات ديالها. دابا الجانب البحثي مثلا غير شخصيا الحمد لله في اطار تاطير الدكتوراه عندي واحد الطالبه راه خات الحمد لله حصلت على واحد لا بورس ديال البنك الاسلامي للتنميه غير هذه السنه في اطار لا فينتك والانكليزيون فينونسيير في الميكرو فينونس. هي طالبه تبارك الله موجهه من النيجر وخدامه على هذا المشروع من الجانب ماشي الجانب التقني، من الجانب غير الافاق ديال الاستعمال ديالو في مجال الشمول المالي ومقارنه بين النيجر والمغرب. اذا هذه الامور ديال البحث العلمي، دور البحث العلمي في تطوير ولا في ادماج هذه التقنيات من يكونوا عندنا الطلبه اللي حاملين هذه المشاريع، ممكن من بعد غيبانوا لنا تخدموا على لامو كما نقولوا في المنبع، باش يكونوا عندنا حاملين مشاريع اللي يقدروا من بعد يكونوا رواد اعمال في هذا المجال اللي يقدروا يديروا واحد الخلخله للنظام المالي. ولكن تيبقى ديما الجانب القانوني. هذا رجع السؤال ديالي الاول، لانه تيكون بعض المرات عائق لتطوير بعض المبادرات في هذا المجال. ما راي السي وحنا غنحتاجوا ان شاء الله السي وائل ياك في اطار التدريب للفريق ديال هذا المختبر. حنا عندنا واحد البرنامج ديال واحد المخطط ديال بدايه نعرفوا نديروا واحد بيتش مارك ما
ما كاين موجود بعدك على الصعيد الدولي، ويكون شي دورات تدريبيه في هذا المجال لاعضاء الفريق ديال هذا المختبر. واشكركم مره اخرى على هذه المبادره وعلى هذا الموضوع. السلام عليكم. بارك الله فيك أستاذ أحمد شاكر، كنبارك لك المبادرات ديالك، يعني ما شاء الله عليك دائما نشيط ودائما عندك الجديد في المالية الإسلامية، تبارك الله عليك. بالنسبة لقضية الإشكال من الناحية القانونية والتشريعية، فعلا من الإشكالات الكبيرة اللي كاينة، وفي حقها ماشي إشكال غير في المغرب، يعني في مجموعة من الدول. من جاي الإشكال؟ شنو مصدر الإشكال؟ مصدر الإشكال هو أن كعرف انت القوانين ديالنا حنا كيفاش كيتصاغوا، كياخذ وقت كبير بزاف ما بين التحضير ديالهم، ما بين الوقت كيمشي للامانه العامه، من بعد كيمشي للبرلمان، الغرفه الاولى الغرفه الثانيه، باش كيخرج كيدوز واحد الوقت طويل بزاف. والدليل هذاك المشروع تاع الكراود فاندينغ، رغم انه دابا وصل للغرفه الثانيه ولكن باقي ما خرج، ومن يخرج خص واحد 3 شهور باش يخرج في الجريده الرسميه. فهذا الوقت اللي كياخذوا القوانين كياخذوا طول، ولكن الفينتاك ولا التكنولوجيا الماليه كما كتعرف كتغير بواحد السرعه كبيره بزاف. فانت كتصور القانون مثلا فرضا 2017 و 2016 بدا قانون 2021 دا يخرج، في هاد 5 سنين تبدلات الصناعه، فالقانون اللي خرج شي اصلا ولا قانون قديم غير متوافق مع الواقع ديالك. فهذا اشكال حقيقي، هو ان القوانين كتاخذ واحد الوقت ديالها لان كاين مساطر معينه يجب ان تحترم، لكن بالموازاه مع ذلك التكنولوجيا الماليه كتغير كل نهار. فهذا اشكال من الناحيه القانونيه. بطبيعه الحال حنا مثلا في هذه الجائحه تاع كوفيد، الى لاحظتوا كانت بنك المغرب عطات واحد يعني تسهيلات، مثلا بالنسبه لفتح الحساب عن بعد. كان لا يمكن تفتح حساب عن بعد بالنسبه للبنوك المغربيه الا ضروري خصك تمشي للوكاله، خصهم يشوفوك وهذا. فمن جات الجائحه خلات ان بنك المغرب عطات الرخصه للبنوك لفتح حسابات عن بعد بدون انها ما تلتقي مع الزبون. فهذه في حد ذاتها كانت من الامور الايجابيه اللي كانت بفضل الجائحه. مثلا شفنا احنا كذلك في الجائحه ان بريد المغرب، لان هي اللي عندها دوك لي سيرتيفيكا دو سيناتور الكترونيك، خفضات من التكاليف ديالهم وسهلات من الاجراءات ديالهم. فالجائحه في الحقيقه حركت الامور، لكن كيبقى ان من ناحيه استيعاب منظومه القوانين الفينتك باقي كاين هذاك، باقي كاين بعض بزاف الامور خصهم يداروا. وربما احنا الا بغينا نشوفوا التجارب الدوليه ولا حتى تونس مثلا، تونس على فكره يعني في الجانب هذا متقدمين على المغرب، دايرين هما اللي كيتسميوها، راه كيعرفوا الاخوه، كيتسمى ساند بوكس، كيتسمى فضاء تجريبي. علاش فضاء تجريبي؟ الفضاء التجريبي هو ان احنا الفينتك ما عارفينش كيفاش غادي يمشيو، فكتعطي القابليه لبعض الشركات انهم يزاولوا المهام ديالهم تحت الاشراف البنك المركزي. والبنك المركزي ولا مثلا هيئه الاموال كتراقب العمل تاع الشركات هذه في واحد الاطار معين، وملي كتسالي العمل ديالها هذا الشيء كيعطيها بعض الامور اللي كتخليها تزيدها في القوانين، ولا كترخص لهذه الشركات هذه باش كتزاول النشاط ديالها. فهادو من بين التجارب كاين البحرين عملت نفس الشيء، ماليزيا، فمجموعه من الدول مشات في الاتجاه تاع الساند بوكس، لانهم عرفوا ان الجانب القانوني كياخذ الوقت والجانب التكنولوجيا الماليه كتبدل بسرعه. فهذا من الامور اللي ممكن ان في المغرب ممكن لا هيئه الاسواق الماليه لا هيئه اسواق الرسامير ولا بنك المغرب ممكن في الحقيقه يديروها باش يخليو ان يفتحوا المجال للشركات باش تزاول المهام ديالها في واحد تحت المراقبه تاع هذه الهيئات بطبيعه الحال، وفي نفس الوقت كيعطيها ان حتى الهيئات بطبيعه الحال كتراقب وكتستافد، والشركات هي كتزاول وكتخلي ان السوق البنكي ولا السوق المالي كينشط. لكن انا متفق مع الاستاذ شاكر انه الجانب القانوني التشريعي من بين الاكراهات اللي ربما كتخلي ان مجموعه من الشركات ما كتدخلش لهذا العالم، لانه كتعرف انها باش تاخذ واحد الرخصه راه كتاخذ، ربما القانون ما كاينش، حتى لو كان القانون ربما الالتزامات من ناحيه راس المال كتكون كتفوق بكثير هاد الشركات اللي هما كتكون شركات صغيره. الله يجازيك بخير سي وائل على هاد الاجابات. مع الاسف الوقت كيزاحمنا، دابا كاين الاذان ديال المغرب. قبل ما نختموا كاين واحد السؤال اللي كنطرح في الاول، ربما الاخ بغى شرح ديال البلوك تشين باللغه العربيه.
يعني شنو هي تقنية البلوك تشين يعني باختصار؟ البلوك تشين انا ما عرفش حق الاسم العربيه كيفاش ممكن كيبان لي الناس اخوه في المشرق كيستعملوا بلوك تشين هكذا، لكن الترجمه الحرفيه تكون يعني سلسله يعني الكتب. يعني بغى شرح يعني نعم شرح ديالها، يعني الشرح ديال التقنيات ان شاء الله. البلوك تشين كما تفضل اخي سيدي طلال، البلوك تشين باش تفهموا يعني بحال قلتي واحد سجل كنكتبوا فيه مجموعه من العمليات. مثلا انا بغيت نشري دار من عند سيدي منصف، غيبيع لي دار، اش كنديروا؟ كنمشيو المحافظه العقاريه ولا كنمشيو قبل ذاك كنمشيو عند الموثق، والموثق كيمشي عند المحافظه وكيكتب ان سي منصف باع لي واحد المنزل وكيقيد هادشي في المحافظه العقاريه. هذا هو الاجراء اللي كيكون. بالنسبه للبلوك تشين المحافظ العقاري الموثق كوسيط ما كيبقاش، لانه كل شيء كيكون في واحد نقول واحد المنصه ولا واحد السجل موحد اللي كنكتبوا فيه جميع المعلومات. طبيعه الحال علاش حنا كنحتاجوا موثق؟ كنقولوا ربما الدار ما كايناش، ولا ربما عليها شي رهن، او ربما فيها شي مشكل، فجميع هذه المعلومات كتكون في هذا السجل اللي سميتو هذا السجل المركزي. هو ماشي السجل المركزي لانه السجل كيكون في مجموعه من الوحدات، لكن واحد السجل مكتوب فيه جميع هذه المعلومات. بما ان السجل فيه هذه المعلومات هذو ومعلومات صحيحه، لانه صعب جدا اننا نغيروا فيه، فكتبقى الصفقه بيني وبين السي موصف. عاد ما كنمشيو عند الموثق اللي غنمشي يتاكد ان الارض ما فيهاش مشكل، المنزل ما فيهش مشكل، معليش راهن ما فيش مشاكل، واللي هو اللي غادي يقيد انه باع ليا. تلقائيا العمليه كتتم مباشره في واحد في هذا السجل، وكتكتب ان السي منصف باع لي السجل كيعطي الرخصه للسي منصف لان المنزل ما فيش مشكل، كيعطي الرخصه ان السي منصف ممكن يبيع لي، وكتقيد في السجل بطريقه فوريه انني وليت المالك الجديد للمنزل بدون المرور عن طريق وسيط. هذا الشيء اللي تكلمنا عليه بالنسبه للمنزل صحيح بالنسبه لجميع الصفقات التجاريه. فهو بحال كتقول سجل يسهل المبادلات والعمليات التجاريه والماليه، وهو سجل غير موجود في مكان محدد، ربما يكون موجود في مجموعه من الوحدات المعلوماتيه، على اساس انه يصعب اننا نبدل المعلومات ديالو لانه فيه مشفر وكذا، يعني في مجموعه من الوسائل حمايه المعلومه. لكن الشاهد انه سجل يسهل المعاملات التجاريه والماليه بدون مرور عن طريق وسيط. يعني ربما هذه الفكره. طبعا الحال كاين تفاصيل تقنيه، ولكن هذه الفكره بصفه عامه. شكرا سي وائل، جزاك الله خيرا. اذا الى بغى سي طلال اللي يضيف شي كلمه في ختام هذه الندوه هذه. طيب اذا اشكر يعني الاستاذ المتدخل الدكتور وائل على تدخله واثرائه النقاش، واشكر جميع المتدخلين. بعض المتدخلين يعني كان لديهم اسئله، فباش ما بور نو ليسي بيرسون سور سا فان، اللي عنده شي سؤال ان شاء الله يقدر يصيفط لنا كومونتير ديال لا فيديو في لاباج فيسبوك، نحاولوا نجاوبوا عليه ما امكن ان شاء الله بحول الله، ونضرب لكم موعد للتكوين المقبل الذي تعتزم الجمعيه تنظيمه في مجال الجبايه والماليه الاسلاميه ان شاء الله بحول الله. والى الملتقى، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. يلا شكرا لجميع الحضور، وكنعتذروا مره اخرى على الاسئله اللي ما قدرناش نجاوبوا عليها نظرا لضيق الوقت. شكرا جزيلا، شكرا سي وائل، سي منصف، استاذ احمد شاكر، وشكرا للجميع، جزاكم الله خيرا. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم.